La cécité institutionnelle, le manque de vision à long terme, l'absence de sens de la réalité des élites ne proviennent que rarement d'une simple ignorance, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Elle provient d'incitations rationnelles et de routines organisationnelles qui rendent dangereux, ou au minimum inutile, d'apporter de mauvaises nouvelles au sommet du pouvoir, qui possède des chaînes de commandement avec différents niveaux d'information, d'évaluation subjective et de réputation. Dans le langage de la théorie économique et organisationnelle, il s'agit d'une combinaison de problèmes d'agence, ou ce qui se passe lorsqu'il y a un conflit d'intérêts et d'objectifs entre une partie qui délègue l'autorité, qui est le principal, et l'autre qui agit en son nom, l'agent. Et aussi par la transmission stratégique de l'information qui, dans certaines conditions, se transforme en équilibre stable de silence, de filtrage de l'information et de déni. La confiance mutuelle entre les dirigeants, qui est comprise comme la prévisibilité, la loyauté et la réciprocité de la protection, peut améliorer la coordination lorsque nous sommes confrontés à des incertitudes. Mais, et c'est là le point central de la vidéo, elle est aussi ce qui crée des coûts psychologiques et politiques pour la cohésion interne. Dans les modèles, lorsque l'émetteur et le récepteur ont des préférences non alignées, la communication informative, en général, tend à se dégrader, à empirer avec le temps et au fur et à mesure qu'elle est transmise. Plus ce désalignement, ce désaccord est grand, plus le message est grossier et moins il est détaillé. Dans les modèles d'incitation et de carrière, les subordonnés qui ont peur de paraître incompétents ou déloyaux ont tendance à imiter ce que le supérieur veut entendre, ce qui conduit à des rapports conformistes et retarde les corrections. Ce dilemme existe dans les grandes entreprises, mais, étonnamment, il se retrouve encore plus dans la gestion des nations et des empires à travers l'histoire. C'est le dilemme dans lequel l'employé intermédiaire doit tout rapporter à son supérieur, prenant ainsi le risque de paraître incompétent, ce type qui ne résout rien, qui n'apporte que des problèmes et qui ne fait que compliquer la vie des autres. Et avec cela, il risque probablement d'être licencié ou même puni justement parce qu'il est le gars qui ne résout jamais rien et qui ne fait qu'empirer les choses. Ou alors doit-il filtrer, ne rapportant à son chef que les bonnes nouvelles qu'il veut entendre, donnant ainsi l'impression d'être un employé efficace, qui n'apporte que de bons résultats, obtenant ainsi des promotions et des avantages. Eh bien, si vous utilisez LinkedIn, le réseau social le plus toxique et pourri de tous, vous avez sûrement déjà croisé un super génie, un surhomme, qui connaît tous les secrets de l'univers, extrêmement positif et motivé, avec une tête qu'on a très envie de frapper. Vous avez donc, selon lui, une troisième option, qui est le secret magique du succès en affaires et de la gouvernance, qui consiste à résoudre les problèmes, avant d'en parler au patron, ou alors présenter le problème déjà accompagné des solutions possibles. C'est magnifique dans la tête de ceux à faible capacité intellectuelle, éblouis par des phrases toutes faites et stimulés par des livres de développement personnel. Parce que dans la vie réelle, quand tu dois gérer des situations impliquant de nombreux facteurs, et quand on parle de grandes entreprises, ou pire encore de nations et d'empires, nous devons simplement accepter qu'il existe des problèmes qui dépendent d'autres personnes et sur lesquelles tu ne peux rien faire, ou qui, tout simplement, n'ont pas de solution. Parce que c'est une force, disons, de la nature elle-même, pour ainsi dire. Alors toi, inévitablement, peu importe à quel point tu es intelligent et compétent, tu finiras, tôt ou tard, par te retrouver face aux deux options initiales dont j'ai parlé. Soit dire la vérité et risquer d'être puni, soit filtrer la vérité et toucher des primes. Au niveau sociologique et politique, le filtrage est également renforcé par une oligarchisation. C'est lorsque tu as une fermeture des cercles dirigeants et une fermeture du recrutement, une sélection de l'information et des cascades informationnelles. C'est lorsque des agents rationnels suivent des décisions antérieures, même s'ils possèdent des signaux privés contraires. Ces phénomènes aident à expliquer pourquoi les signaux périphériques persistent et peuvent être sous-estimés par la direction jusqu'au point de rupture lorsqu'il n'y a plus de restrictions. Si nous appliquons cette idée au Brésil d'aujourd'hui, le risque actuel n'est pas seulement un effondrement inévitable et rapide, mais aussi la possibilité graduelle que des zones d'opacité apparaissent. Dans des institutions où la prise de décision est fortement centralisée, basée sur des nominations politisées, une dépendance aux coalitions et une faible protection effective des lanceurs d'alerte. L'architecture du présidentialisme de coalition, comme c'est le cas au Brésil, met l'accent sur la négociation et la distribution des ressources et des postes.
Qu'est-ce qui crée alors des incitations pour que seules des informations agréables parviennent aux dirigeants et favorisent la capture informationnelle par des intermédiaires ? La confiance entre les dirigeants naît généralement de 4 mécanismes sociopolitiques qui, lorsqu'ils sont combinés, tendent à produire un filtrage de l'information et du déni. Le premier mécanisme est le réseau de loyauté et de patronage. L'accès aux ressources et aux postes dépend des relations personnelles et de la réciprocité. En général, cela signifie coopérer, c'est-à-dire être loyal car cela préserve les revenus futurs. Exprimer un désaccord revient à déserter. Annoncer de mauvaises nouvelles susceptibles de faire tomber la coalition peut entraîner l'exclusion. Le résultat, c'est que l'information qui menace le groupe est découragée, même lorsqu'elle est vraie. Les preuves concernant le clientélisme et les coalitions montrent comment ce type d'échange politique organise les incitations et discipline les comportements. Le second rouage est la sélection des cadres par les politiques. Plus l'insécurité de la direction étant grande, plus l'incitation à nommer des agents loyaux qui réduisent le risque de conspiration est forte, même si cela diminue la compétence technique et la qualité de l'information. Il existe des modèles formels pour ce dilemme dans les environnements autoritaires, où le choix de la loyauté entraîne une moins bonne capacité de l'État et augmente la probabilité d'erreurs menant à la catastrophe. Le troisième rouage est la socialisation commune, où les élites partagent souvent les mêmes écoles, carrières, clubs professionnels et un langage commun. Ce qui renforce la confiance entre eux, mais crée aussi des chambres d'écho et réduit la diversité interprétative. Autrement dit, parler de chambre d'écho signifie simplement répéter ce que dit l'autre pour être accepté dans le groupe. Et enfin, le quatrième engrenage, c'est la monopolisation du canal, où l'intermédiaire contrôle ce qui arrive au sommet. Et il peut filtrer. Disons-le ainsi, des rapports pour protéger les réputations, éviter les sanctions et ainsi maintenir son accès à ses dirigeants. La théorie du principal agent dont j'ai parlé plus tôt suggère que lorsque les actions sont difficiles à observer, les agents ont alors plus de marge pour manipuler les récits. En communication stratégique, ce désalignement entre les préférences de l'émetteur du message, comme les ministres et les conseillers, et celles du récepteur, c'est-à-dire le président, le roi, l'empereur ou par exemple le dirigeant d'une entreprise, réduit à l'équilibre le contenu informatif. Le message considéré comme le meilleur possible pour l'émetteur est celui qui préserve la relation qu'il entretient avec le leader et qui minimise le risque pour lui, et non celui qui est le plus précis ou le plus proche de la réalité. Du point de vue psychologique et organisationnel, 2 amplificateurs sont courants. L'escalade d'engagement, c'est-à-dire persister pour ne pas admettre l'échec, et l'aversion à la perte, car admettre une crise signifie des pertes de pouvoir et de statut. Dans les 2 cas, ils augmentent la valeur du déni, surtout lorsque l'élite a déjà investi sa réputation dans une certaine stratégie. Les exemples ne manquent pas, j'ai ici sélectionné 4 cas historiques pour illustrer un schéma récurrent. Des élites dans des réseaux denses de confiance et de dépendance. Que ce soit une cour, un parti politique unique, un cabinet fermé, une junte militaire, un cartel, peu importe. Ils ont tendance à préférer des récits qui préservent les coalitions internes, même lorsque la situation autour d'eux ne fait qu'empirer. Autrement dit, ils s'enferment dans une bulle et ne peuvent plus, ou pire, ne veulent plus voir la réalité en dehors de celle-ci. Appelons cette bulle l'isolement. Et juste pour préciser, j'ai choisi 4 exemples, mais ne vous y trompez pas car en réalité ces schémas se répètent presque toujours dans l'histoire de l'humanité. Dans l'Empire romain d'Occident, l'isolement ici ne signifie pas absence de signaux, mais difficulté à transformer des signaux dispersés en une action coordonnée. Les élites locales dans l'Empire romain avaient encore des incitations à protéger leurs privilèges fiscaux et leur statut, tandis que l'administration impériale dépendait d'une bureaucratie très complexe. Et la bureaucratie est un terrain fertile pour le filtrage de l'information. Des études sur le gouvernement romain à la fin de l'Empire montrent clairement que la complexité administrative et la politique de la cour faisaient partie du problème de coordination et d'extraction fiscale. Les sources de cette époque rapportent des critiques à l'égard de la culture aristocratique et de l'auto-illusion. Par exemple, des documents d'Ammianus Marcellinus, historien romain de cette époque, décrivent l'image de grandeur que Rome avait d'elle-même, en contraste avec des pratiques décadentes. Et dans les lettres de Sidonius Apollinaire, évêque et fonctionnaire de l'Empire romain, il rapporte le rétrécissement de l'espace romain face aux puissances barbares.
révélant comment des notables provinciaux tentaient de concilier la survie locale et la loyauté symbolique envers le centre. L'élite romaine de l'époque ne croyait pas que Rome pourrait être envahie et que l'Empire tomberait un jour, à peine quelques semaines avant qu'Attila le Hun n'arrive aux portes de Rome. Et il est arrivé rapidement, et là ils ne pouvaient plus nier la réalité, mais il était déjà trop tard. Un autre exemple qui, à mon avis, mérite plus d'attention au Brésil est celui de la dynastie Qin, entre 1839 lors de la première guerre de l'opium et 1911 avec sa chute. Elle combine le choc externe des guerres et des traités inégaux avec le choc interne des rébellions et de la crise fiscale. La littérature sur la politique de la cour chinoise montre comment les disputes internes et les incitations liées à la réputation ont façonné les décisions avant et pendant la première guerre de l'opium. Un exemple clair d'information stratégique au sein de la fonction publique et de la bureaucratie. Une source primaire est la lettre attribuée à l'Inzexu, adressée à la reine Victoria d'Angleterre, qui révélait que l'élite interprétait encore la relation avec les puissances européennes selon une grammaire morale et hiérarchique, la Chine étant toujours considérée comme le centre du monde où les conflits extérieurs pouvaient être résolus par des appels éthiques à l'autorité souveraine et par l'attente d'une réciprocité civilisatrice. En présumant que la monarchie britannique aurait à la fois la volonté et la capacité de supprimer le commerce de l'opium pour des raisons morales, l'un a démontré une grande méconnaissance institutionnelle et de la réalité. Il n'a pas compris que l'Empire britannique fonctionnait selon une logique commerciale impériale et des intérêts économiques qui échappaient à la conception de la réalité de l'empereur de Chine. Cette erreur de traduction culturelle et politique révèle l'aveuglement stratégique typique des élites formées dans une réalité stable qui ne correspond plus à la réalité plus large. En Iran, plus récemment, avec la chute de la monarchie Pahlavi lors de la révolution iranienne, on a un autre exemple classique d'échec informationnel. Confiance excessive et répression sélective, car la haute direction iranienne dépendait de rapports des services de sécurité et d'alliés extérieurs. Alors que la capacité de lire la coalition religieuse et la mobilisation des masses étaient limitées par des modèles laïques et par des filtres politiques. Les fonctionnaires de la sécurité publique et les agents du gouvernement iranien ne transmettaient au roi que de bonnes informations, et ils ne croyaient pas que la situation était si grave au sein de la population. Et cela s'est aggravé lorsqu'il avait accès à des documents de renseignement de la CIA qui montraient également que la situation n'était pas si grave. Un document de renseignement des États-Unis de cette période affirme que le pays n'était pas dans une situation révolutionnaire, ni même pré-révolutionnaire, montrant comment des diagnostics formels peuvent produire de l'incompétence et retarder l'adaptation. En réponse tardive, le discours qu'il a prononcé à la télévision, où il disait avoir alors entendu la voix de la révolution alors qu'il était déjà trop tard, est devenu un symbole de concession perçue comme insuffisante. Un cas où le signal de flexibilité arrive trop tard et, au lieu d'éviter la chute, finit par être perçu comme une faiblesse. S'il avait négocié plus tôt avec les révolutionnaires, il serait très probablement encore au pouvoir aujourd'hui. Mais comme il ne savait pas que la situation était déjà si grave, au point d'imploser, quand il a négocié, il était déjà trop tard. Il n'avait plus rien à négocier, ce qui a paru être un signe de faiblesse. Mais rien n'est plus classique que la fin de l'Union soviétique. Parce que la fin soviétique expose une tension entre les réformes visant à réduire l'opacité, la glasnost, la perestroïka et la fragmentation politique que cette ouverture accélère en révélant des failles et en amplifiant les conflits au sein des républiques. Un rapport de la CIA de l'époque discute du débat sur le fait de savoir si le renseignement américain avait anticipé ou non la rapidité de l'effondrement, suggérant que même les observateurs extérieurs souffrent de modèles qui sous-estiment les points de rupture. Dans la source primaire, les procès-verbaux des réunions du Conseil d'État soviétique, en octobre 1991, montrent des acteurs ayant peu de temps pour analyser les documents, et essayant de gérer simultanément des traités économiques, l'approvisionnement et la conception d'une nouvelle union. Les élites soviétiques savaient que la situation était mauvaise, mais influencées par les rapports des conseillers et directeurs, pensant qu'elle n'était pas si grave. Mais ces rapports étant soit falsifiés à cause de la corruption, soit falsifiés par des fonctionnaires qui ne voulaient pas perdre leur emploi et voulaient prendre paraître de bons employés. Alors, ils croyaient qu'ils avaient une fenêtre d'opportunité pour améliorer la situation en Union soviétique, d'environ 20 ou 30 ans, mais en réalité, tout ce qu'ils avaient devant eux, c'était seulement quelques mois. Tout le monde connaît déjà le résultat, l'effondrement de l'Union soviétique.
Maintenant, l'application au Brésil ne doit pas être faite pour projeter des effondrements, par analogie, mais pour montrer que ce que nous voyons, ce sont des mécanismes plausibles d'isolement informationnel dans les institutions, où les incitations de carrière, les coalitions et le contrôle des données peuvent fausser les diagnostics de la réalité. Dans certains cas, il est fort probable qu'une partie de l'élite sache déjà que la situation est bien pire que ce que l'autre partie de l'élite sait, mais ne veuille pas transmettre l'information. Au sein du pouvoir exécutif, le modèle du présidentialisme de coalition décrit un système dans lequel la gouvernabilité dépend de coalitions multipartites, avec une répartition des postes et des ressources. Et cela se reproduit de manière réduite et adaptée dans les gouvernements des États et dans les mairies. Cela crée une valeur politique pour contrôler les récits internes et réduire les conflits internes des coalitions, ce qui, dans certaines circonstances, peut favoriser ces intermédiaires et les rapports qui ont été, disons, manipulés pour maintenir le soutien. De façon générale, la présidence ou les ministères, les mandants, dépendent donc des bureaucrates et des personnes nommées, les agents, pour produire de l'information et mettre en œuvre des politiques publiques. Lorsque les indicateurs, alors, sont bruyants ou politisés, l'espace pour une mauvaise sélection et le risque moral dans la production de rapports augmentent. Dans les institutions de sécurité et de défense, comme les forces armées et les organismes de sécurité publique, la hiérarchie et la discipline peuvent améliorer la coordination, mais elles augmentent le coût de la dissidence, c'est-à-dire le coût pour quelqu'un de se présenter comme l'opposant. La littérature sur la culture organisationnelle, axée sur le flux d'informations, suggère que les organisations à haut risque fonctionnent mieux. Lorsque les messagers sont formés et que le signalement des défaillances est récompensé, c'est exactement le contraire des cultures où les messagers sont punis et où l'information est retenue. Même sans transposer des modèles d'un secteur à l'autre, ce diagnostic est utile pour réfléchir aux mécanismes d'alerte précoce et aux audits internes. Vu la culture brésilienne du politicien type et des clans politiques traditionnels, la tendance est, en général, de punir ceux qui apportent de mauvaises nouvelles, même si elles sont vraies, et de récompenser ceux qui apportent de bonnes nouvelles, même lorsqu'elles sont mensongères. Parce que cela est alors interprété par les dirigeants comme de la loyauté, ce qui explique pourquoi nous voyons le détachement total et absolu de la réalité dont font preuve les dirigeants brésiliens. Et cela importe peu qu'ils occupent l'un des postes élus, comme le législatif et l'exécutif, ou des postes obtenus par concours, comme le pouvoir judiciaire et le ministère public. En réalité, c'est même pire dans les postes obtenus, par concours étant donné l'indépendance totale et l'absence de nécessité de rendre des comptes au public. Les fonctionnaires occupant ces postes s'isolent cognitivement et perdent toute notion de ce qui se passe en dehors de leur bureau. En général, ceux qui vont dans leur bureau sont soit intimidés par leur autorité, soit demandent des faveurs et les flattent. Et le plus important, ils ne le savent pas. Ils croient toujours être plus conscients de ce qui se passe que ceux qui sont en dehors du système. Merci les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec tout le monde que vous connaissez pour aider la chaîne Canal Geopolitica Mondiale à avoir un peu de visibilité. Car si cela ne dépendait que de YouTube, personne ne saurait même que cette chaîne existe. Donc, votre partage est très important. Si vous appréciez la chaîne Géopolitique Mondiale et souhaitez garantir sa pérennité, devenez membre. Le prix pour devenir membre, c'est pratiquement le prix d'une brique de lait et vous garantissez que je puisse continuer à vous apporter du contenu, car si je dépendais des vues, la chaîne n'aurait presque aucune portée. Et sa monétisation est très très faible. Plus de 90% des revenus de la chaîne viennent des membres. Donc en devenant membre, vous garantissez que la chaîne Géopolitique Mondiale continue d'exister. Et en échange, en plus de cela, vous avez également accès à plusieurs vidéos exclusives pour les membres et un accès anticipé aux vidéos. Il y a la série sur l'Empire, la géopolitique de l'Empire mongol, l'histoire militaire de la Chine, l'histoire géopolitique des États-Unis, il y a plein de choses et encore plus de contenu à venir. Il y a même un cours pour que les membres puissent en profiter. Plus de connaissances sur la géopolitique, d'accord ? Alors pensez-y. Ce n'est pas cher et cela garantit l'existence de la chaîne. Merci à tous, à bientôt et à la prochaine vidéo.